Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Mais l'esprit, c'est qu'on puisse, sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un référendum. Pourquoi cela est-il toujours tombé à l'eau ? Emmanuel Macron a à chaque fois considéré la question du référendum a été une question très instrumentale. D'abord parce que souvent il s'agissait pour lui de sortir d'une crise, de sortir d'une situation type gilet jaune, grand débat, dans lequel il était bloqué politiquement. Et ensuite, une fois que la situation était surmontée, le référendum apparaissait plus comme un problème que comme fondamentalement une solution. Ensuite, chaque fois qu'Emmanuel Macron a évoqué des référendums, on était souvent hors champ du référendum. Soit parce que c'était des référendums constitutionnels, ce qui impliquait l'aval du Sénat, et donc le Sénat n'était pas très allant à lui donner son feu vert, soit parce que ces référendums étaient hors champ constitutionnel. On est plus sur quelque chose qui relève d'une forme d'incantation pour Emmanuel Macron, et donc jusqu'à présent, les référendums sont un peu restés des vœux pieux. Vous dites hors champ. Pouvez-vous nous expliquer les modalités précises d'un référendum ? Alors il y a deux types de référendums qui sont prévus au niveau national dans la Constitution. Le premier type de référendum, c'est celui qui est lié à l'article 11 de la Constitution. Vous avez un projet de loi déposé par le gouvernement, et une fois que le gouvernement a déposé un projet de loi, à ce moment-là, le président soumet le texte à référendum. C'est pas open bar du point de vue du référendum, c'est-à-dire qu'il y a des limites. On parle notamment de la ratification d'un traité ayant lié à l'organisation des pouvoirs publics, à une modification de l'organisation des pouvoirs publics, ou à quelque chose qui relève des services publics ou de la politique économique, sociale, environnementale de la nation. Évidemment, en disant ça, on exclut deux champs historiquement, et on les exclut volontairement. D'un côté, le champ du droit pénal, notamment à l'époque, il s'agit d'éviter un référendum pour le rétablissement de la peine de mort, et le champ civil, notamment à l'époque, quand on ouvre un peu le référendum en 95, l'idée c'est d'éviter un référendum sur le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, ce champ restreint empêche de faire des référendums sur certains sujets. On pense évidemment à l'immigration, mais également à la fin de vie, que pourtant Emmanuel Macron a évoqué comme champ potentiel du référendum, donc c'est forcément relativement restrictif. L'autre voie pour faire un référendum, c'est l'article 89 de la Constitution, c'est la voie pour une modification constitutionnelle. Là, par définition, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. En revanche, il y a des limites procédurales. Pour arriver à faire une révision constitutionnelle par voie référendaire, il vous faut l'aval de l'Assemblée, du Sénat, sur un texte adopté par les deux chambres à la virgule près. Il n'y a pas de dernier mot à l'Assemblée nationale. Et là, si vous avez un veto sénatorial ou un veto de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas aller jusqu'au référendum. Alors, est-ce qu'on peut faire un référendum multiple ? Oui et non. On peut faire 3 référendums en même temps. Ça, c'est possible. Mais ça implique, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qu'il y ait une urne par scrutin. En d'autres termes, si jamais vous avez 3 référendums en même temps, vous faites 3 fois la queue, vous reprenez 3 fois les bulletins et vous allez 3 fois voter à l'urne. Si jamais on veut faire un référendum à choix multiple, avec un seul bulletin et sur lequel vous pourriez cocher oui/non, ça signifie qu'à ce moment-là, on est hors champ de l'article 11. Est-ce que c'est impossible à faire ? La réponse est non, on pourrait tout à fait l'imaginer, mais si on organisait ça, 2 choses. Premièrement, ça n'a pas de valeur légale. En d'autres termes, ça serait une forme de super sondage, une consultation, mais qui ne produirait rien derrière, il n'y aurait pas vraiment de loi. L'autre élément, c'est que comme c'est pas prévu constitutionnellement, vous pourriez avoir des maires qui refusent de sortir les urnes pour ça, considérant que rien dans la loi, rien dans les textes ne les oblige à participer à ce type d'organisation. Donc, sauf à faire évoluer la Constitution ou la loi pour prévoir ça, on aurait une consultation qui serait une consultation sans grande valeur et qui ne serait pas organisée par tout le monde, le tout pour quelque chose chiffré par Beauvau à environ 200 millions d'euros. Donc ça ferait un peu cher le super sondage. Le référendum a en effet une valeur juridique. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser de questions par référendum. Un référendum, ça porte sur un texte de loi. Et ce texte de loi, une fois qu'il est soumis à référendum, si le oui l'emporte, le texte de loi est considéré comme s'il avait été adopté par le Parlement et ensuite il est promulgué. Comme c'est une loi, tout ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Et il est tout à fait possible de faire voter une loi par référendum et 2 mois, 2 ans, 20 ans plus tard, voter une nouvelle loi qui vient modifier cette loi, voire même qui vient la supprimer. Et on pourrait même voter une loi avec exactement les mêmes termes au Parlement, après que celle-ci ait été rejetée par référendum. Il n'y a pas de service après-vente du référendum, d'une certaine façon, qui interdirait aux législateurs
ou aux constituants, si on utilise le précédent de 2005, de faire ce qui a été rejeté par le peuple. On peut éventuellement s'en indigner, se poser la question de est-ce vraiment légitime, mais ensuite la question est politique, elle n'est pas juridique. Le référendum de 2005, justement, a été le dernier en France. Comment expliquer que les présidents aient si peur de l'utiliser ? Alors, si jamais on a une peur des présidents du référendum, c'est pour deux raisons majeures. D'abord parce que cet outil apparaît comme étant un outil qui ne donne pas forcément ce que l'on attendait. C'est-à-dire qu'en 2005, l'ensemble de la classe politique a l'impression qu'on va vers évidemment un oui. Or, la campagne joue. Et donc, quand vous lancez un vrai référendum, vous avez une politisation de la société, et cette politisation de la société ne donne pas forcément les résultats escomptés. Et il y a une grande frustration en la matière des Français sur les référendums, une vraie colère, parce que certes le référendum de 2005 a été foulé aux pieds, mais il n'est pas le seul. Si vous prenez les référendums locaux depuis le début des années 2000, 2003, référendum sur une collectivité unique en Corse, les Corses votent non, ils l'obtiendront quand même en 2015 malgré leur avis. Référendum sur une collectivité unique en Alsace en 2015, les Alsaciens disent non, ils l'obtiendront quand même en 2019. Référendum sur Notre-Dame-des-Landes, les habitants de Loire-Atlantique disent oui à Notre-Dame-des-Landes, finalement, ils n'en verront jamais la couleur. Donc on voit que depuis 20 ans, on n'a pas de référendum qui ait été respecté dans ce pays, ce qui crée réellement aujourd'hui une forme d'acrimonie, et cette acrimonie-là, les politiques en ont peur. L'autre élément qui rend la chose pour les présidents très complexe, c'est qu'il y a un caractère plébiscitaire du référendum qui n'existe pas vraiment dans les faits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les Français aient voté contre Jacques Chirac en 2005, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient voté pour Jacques Chirac en 2000 lors du référendum sur le quinquennat. En fait, c'est une forme de mythe liée à la pratique gaullienne du référendum. Néanmoins, quand vous prenez un non, le reste de la classe politique, les médias, considère que vous êtes fini. Si Emmanuel Macron devait perdre un référendum maintenant, sa situation serait encore plus complexe et qui fait que c'est quelque chose de très lourd à faire politiquement. Son peu d'utilisation est-il le signe d'une démocratie malade ? Alors c'est un outil démocratique, le référendum, et en règle générale, on a des référendums un peu partout en Europe et aux États-Unis, et ça fonctionne plutôt bien. Mais on a en France une crainte qui est particulière. Vous voyez, le référendum d'initiative partagée, c'est une usine à gaz qui est une usine à gaz complètement habitable. Il n'y a rien de similaire dans l'ensemble du monde occidental. Vous avez besoin de 4 900 000 signatures en France contre 500 000 en Italie. Et quand bien même vous obteniez vos 4 900 000 signatures, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il n'y a de référendum que si le texte, non pas est rejeté, mais s'il n'est pas examiné par le Parlement. Imaginez, si au moment de la réforme des retraites, on avait eu 4 900 000 signatures, vous auriez eu ensuite un Parlement qui aurait eu à choisir entre soit ne pas examiner le texte, auquel cas on aurait eu un référendum avec la pression des marchés, soit examiner le texte pour pas qu'il y ait de référendum. Imaginez-vous le traumatisme démocratique que ça aurait été. On a construit une usine à gaz, et cette usine à gaz, on l'a construite en 2008, la même année où on fait adopter par voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui est un succédané du traité constitutionnel européen de 2005. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a quand même un traumatisme dans la classe politique vis-à-vis du référendum, et que quand on dynamise le référendum en France, quand on cherche à trouver des voies à des référendums d'initiative citoyenne, l'objectif, c'est que surtout ce ne soit pas utilisé parce qu'on a peur de l'instrument. On a peur de l'expression populaire parce qu'on a peur que cette expression soit irrationnelle. Et lorsque vous discutez avec les partis politiques des référendums d'initiative citoyenne, par exemple, ils sont souvent pour, sauf pour les sujets qui leur tiennent à cœur. Alors, les écologistes, on ne va pas quand même faire des référendums sur l'écologie, parce que c'est important l'écologie. À droite, pas sur la fiscalité, parce que c'est important les comptes publics. Et donc, en d'autres termes, il ne faudrait pas trop faire confiance au peuple sur ce qui est intéressant, sur ce qui est important. Sur le reste, on peut éventuellement laisser l'expression. Ce qui montre que là-dessus, la confiance des élites politiques dans le peuple est quand même relativement limitée. Quand vous regardez en Italie, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en règle générale, les référendums d'initiative citoyenne ne produisent pas des horreurs. Les décisions qui sont prises ne sont pas irrationnelles et vous n'avez pas une instabilité politique qui est liée à ces référendums d'initiative citoyenne. Ensuite, quand on a inventé le référendum d'initiative partagée en France, on a fait ce qui n'existe nulle part ailleurs. On a interdit de faire un référendum sur une loi votée moins d'1 an avant le référendum. Ce qui marche bien dans des pays comme l'Italie, la Suisse, etc., c'est ce qu'on appelle les référendums veto. Vous avez une loi, cette loi, elle
lève une partie de la population contre elle, et donc avant qu'elle soit appliquée, eh bien, on fait un référendum pour ne pas l'appliquer, ce qui, du point de vue de la sécurité juridique, est beaucoup plus sain, beaucoup plus clair, etc. Et les parlements qui se voient opposer un non par les citoyens ne prennent pas l'eau, ne disparaissent pas, etc. En France, on a une élite politique qui a fondamentalement peur de se retrouver nez à nez avec un peuple qui lui dit non, parce que ça remettrait en cause, soi-disant, sa légitimité. Et donc, dans ce cadre-là, on voit que la méfiance, elle est quand même extrêmement développée vis-à-vis du peuple, ce qui n'existe nulle part, alors que la crise démocratique, elle existe aujourd'hui dans l'ensemble du monde occidental, mais ce qui est malgré tout une idée très ancrée.